Avant de le suivre dans cette randonnée, j'avais l'intime conviction qu'il fuyait la collectivité. J'étais persuadée qu'il partait se faire oublier de ses pairs en s'établissant dans un endroit connu de lui seul. J'admets maintenant que ce jugement est ridicule quand on le connaît un peu mieux. Rachid vit pleinement de toutes les ressources offertes par la nature. Il sait identifier d'un simple coup d'œil les produits comestibles, connaît à la perfection les propriétés de chaque plante. Le monde animal n'a apparemment pas non plus de secret pour lui. Je suis d'ailleurs à peine sceptique lorsqu'il me fait comprendre qu'il est capable de reconnaître l'heure de passage d'un animal en observant uniquement les empreintes laissées sur le sol. J'en suis venu à le considérer comme un être exceptionnel, avec un sens de l'orientation fabuleux. Il traverse les coins les plus étranges. Comme il me le confie, il n'a pas un lieu de prédilection, un endroit qu'il visite plus souvent que d'autres. Il aime la montagne, toute sa montagne. Pour les besoins de son confort personnel, il s'est aménagé divers petits refuges, dont le plus grand peut accueillir 2 personnes. Aux heures prescrites par la loi du livre, il vient y faire ses prières. Selon Yahya, un détail de la vie de Rachid intrigue tout le monde. On ne lui connaît aucune source de revenus déclarée. Néanmoins, il ne se prive pas de dépenser régulièrement des sommes rondelettes. Personne n'a réussi à expliquer l'origine de cet argent, pas même les frères aînés de Rachid, qui n'ont pourtant pas la réputation d'être des tendres. Contre les assauts répétés de la famille qui redoute des activités immorales, Rachid protège jalousement son secret. Sans le vouloir pourtant, je suis le premier à recevoir ses confidences. Peu avant notre retour à la grotte, nous nous arrêtons pour une halte près de l'un de ces nombreux refuges. Rachid réunit un peu de bois et allume un feu. Je n'en vois pas la nécessité, surtout un feu aussi petit. D'autre part, il ne fait pas encore très froid pour qu'on ait besoin de se réchauffer. Du refuge, il sort un narguilé en verre qu'il déballe soigneusement. Le narguilé provient de Syrie, un lointain pays arabe. Quelques dessins agrémentent le verre jaune. Rachid remplit d'eau le récipient aux 3/4 et assemble le narguilé. Puis, ayant préparé une mixture à base de tabac et de hashish de son cru, il dépose le tout dans une sorte de coupole trouée surmontant le narguilé. À l'aide de son couteau, il prend une braise qu'il place au-dessus de la mixture. Satisfait de son travail, il fume de longues bouffées. Il m'invite ensuite à goûter de ce produit. Je ne suis pas spécialement porté sur la consommation de tabac. Quant au hashish, je n'en connaissais pas la couleur avant ce jour. Un peu par curiosité et un peu pour lui faire plaisir, j'accepte de fumer avec lui. Si j'imaginais vaguement l'usage de cette texture, je ne tarde pas à en connaître les effets. Très vite, en effet, ma tête et mon corps s'alourdissent, au point que je sens la nécessité de m'allonger. Mes membres n'éprouvent plus le besoin d'obéir à mes ordres. Mon esprit préfère voyager en toute autonomie, dans des contrées lointaines inconnues à ce jour. Je ferme les yeux dans l'espoir de mieux concentrer mes efforts sur ce qui peut être encore sauvé. En dépit d'un effort énergique, cette ultime opération échoue lamentablement. À la suite de cet échec, je me résigne à attendre la fin des hostilités. Le tourbillon qui m'a traversé se dissipe lentement. Mon esprit l'a matérialisé en un oiseau coloré. Il prend lentement son envol et je reprends progressivement le contrôle de mon corps. Je peux enfin me lever pour m'asseoir. Malgré ce qui doit être une habitude chez lui, Rachid a été lui aussi sensible aux assauts de la tourmente. Il se relève en soutenant sa tête.
Il donne l'impression d'avoir reçu un coup de gourdin. Il se remet tout de même plus vite que moi de ce voyage, preuve que l'accoutumance lui donne un avantage certain sur l'adversité. La mine désespérée, il reste prostré face au narguilé. Quittant ses méditations, il prend dans sa main une poignée de hashish et s'applique à la soupeser. La conclusion de son évaluation déclenche chez lui une hilarité bruyante. Il marmonne je ne sais quoi, puis me pose une question. Sais-tu ce que représente ce que j'ai dans la main? Eh bien, je vais te le dire. Avec ce morceau de plante, tu peux t'acheter 50 kilos de blé. Satisfait de l'effet produit, il rit de plus belle. Ensuite, il tente de m'expliquer sa conception de la vie. Je parviens à en saisir le sens, mais une partie de ses explications m'échappe. Quand il commence à parler avec davantage de répétition, je parviens à assimiler les grandes lignes de son propos. Il semble dire « tout le monde, chez moi, me prend pour un attardé, un irrécupérable. En réalité, je suis plus intelligent qu'eux. Ces idiots se tuent au travail du soir au matin, en étant toujours inquiets du lendemain. Ils travaillent la terre comme des ânes. Pour quel résultat? Les fusils qu'ils possèdent, c'est moi qui les leur ai offerts. C'est encore moi qui ai payé les trousseaux lorsque mes sœurs se sont mariées. Avec tout ce que j'ai fait pour la famille, ces imbéciles m'ignorent et font mine d'avoir des scrupules en acceptant mes cadeaux. S'ils venaient à savoir d'où provient cet argent, ces imbéciles seraient capables de me rendre mes cadeaux. Ils oublient tous autant qu'ils sont l'essentiel. Moi, je n'ai pas besoin d'eux pour vivre. En revanche, eux ne peuvent se passer de mes services. Si je le veux, ils n'auront plus une seule cartouche, ni toutes les marchandises qu'ils achètent à moitié prix par mon intermédiaire. Est-ce que tu réalises qu'ils me boudent lorsque je vais chez eux, alors que sans moi, les parents ne mangeraient pas tous les jours? Rachid a accumulé beaucoup de rancœur à l'égard de ses frères. Il estime être traité comme un chien, malgré sa participation plus élevée aux ressources de la famille. Il vit cela en véritable martyr. En citant nommément ses frères, il me fait l'inventaire de toutes les vexations qui lui ont fait infliger depuis des années. En évoquant son frère défunt, je suis étonné de le voir tenir des propos si virulents. Il ne pouvait pas se marier, me dit-il. Même en empruntant à la famille, il n'avait pas réussi à réunir l'intégralité de la dot. C'était au-dessus de ses moyens. Le vieux était intransigeant. Il ne voulait rien entendre. Pour lui, la dot était trop élevée. Il fallait donc renoncer à ce mariage. Sans que mon frère me demande quoi que ce soit, je lui ai remis le complément, une très grosse somme. Je n'attendais pas de sa part une éternelle gratitude, mais au moins qu'il apprécie mon geste à sa juste valeur. Il ne m'a même pas remercié. Il n'a pas voulu que je sache la date de son mariage. Il s'est marié en mon absence. Par la suite, lorsqu'il me voyait, il ne m'adressait même pas la parole. Tu trouves que c'est normal? Est-ce digne d'un frère? À mon retour, j'épouserai sa femme. Cela m'arrange bien. Elle est très belle, et je crois qu'elle ne peut pas avoir d'enfant.
Rachid s'étend ensuite sur le chapitre de ses revenus miraculeux. Il y a quelques années, au hasard d'une de ses randonnées solitaires dans les montagnes, il rencontra une bande de petits trafiquants. Ceux-ci cherchaient un endroit à l'abri des regards indiscrets afin d'entreposer le produit de leur commerce illicite. À titre gracieux, Rachid leur apporta spontanément son concours et leur indiqua des endroits extravagants, mais sûrs. Appréciant sa parole et sa discrétion, les trafiquants s'attachèrent ses services. Ils firent appel à lui à plusieurs reprises. En gage de sa bonne conduite et de ses services rendus, ils lui offrirent un superbe fusil de chasse et un sachet contenant des graines de hashish provenant du Maroc. Par esprit d'aventure, et afin aussi d'éprouver ses talents, Rachid récupéra les graines et tenta de les faire pousser. Il choisit un endroit isolé, bien ensoleillé à proximité d'une source. Il prit le soin d'arroser et d'entretenir régulièrement la plantation. La récolte fut de premier ordre. Les graines avaient engendré des plants magnifiques. L'année suivante, il renouvela l'expérience sur une plus grande échelle et le résultat fut comparable en qualité à la première récolte. Il fit part aux trafiquants du résultat de sa production. Surpris du bon résultat, ces derniers sautèrent immédiatement sur l'occasion. Ils lui achetèrent toutes ses réserves. Il venait de trouver un filon à soupçonner. L'initiative de Rachid leur faisait éviter la contrebande hasardeuse et compliquée de la filière marocaine. Depuis, Rachid vendit à bon prix l'intégralité de la production de hashish aux contrebandiers. L'argent gagné lui a permis de faire face à toutes ses dépenses, d'aider la famille, et quand bon lui semblait d'aller sur la côte se payer du bon temps avec des filles. Selon lui, il peut encore augmenter ses revenus à tout moment. Il lui suffit de prélever un pourcentage pour toutes les transactions qui passent par lui. En effet, le douar s'adresse à lui depuis quelque temps pour l'approvisionnement en denrées introuvables sur le marché officiel. Mais Rachid s'interdit cette pratique car il l'estime indigne d'un homme d'honneur. Il affirme que le jour où il acceptera de le faire, il s'établira comme commerçant. Il est loin le Rachid effacé et renfermé que j'ai découvert à la grotte. Je suis à présent en compagnie d'un homme doté de ressources et de bon sens. Il est serviable, dynamique et possède un sens de l'honneur rare. En prenant le chemin de la grotte, nous sommes encore dans un certain état d'euphorie. Nous nous mettons à rire pour des motifs aussi futiles qu'invraisemblables. Rachid est particulièrement bavard. Il a trouvé un bon public en ma personne et n'hésite pas à m'étaler sa vie au grand jour. Il me raconte entre autres ses aventures amoureuses avec les prostituées de la côte. Son secret désir est de coucher avec une Chinoise. Il en parle avec des regrets attendrissants. Il se dit même disposé à faire le voyage en Chine si l'occasion se présente, simplement pour réaliser ce rêve. Plus que toute autre femme, selon lui, la femme chinoise sait contenter un homme au-delà de ses espérances. Je ne vois pas sur quoi elle fonde cette affirmation, mais je suis prêt à le croire sans discuter. Je reste sous l'emprise discrète du hashish, bien que nous soyons arrivés à la grotte. Je suis sûr qu'il en va de même pour Rachid. À la vue de Yahya, ce dernier se retranche dans sa réserve habituelle. Je suis attristé de le voir s'en retourner ainsi dans son pays, mais je ne peux intervenir.
Cette affaire n'est plus de mon ressort. La suite demain, à la même heure. N'hésitez pas à vous abonner.